Et bienvenue à tous sur la chaîne du Rugby Football Show. Aujourd'hui, nous avons comme spécialiste football Pierre Salut Romain, salut à tous. et comme spécialiste rugby, nous avons Patrice. Romain, bonjour Pierre. Le spécialiste économique, nous avons Lucas. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, le thème sera l'argent dans le rugby. Alors, les amateurs de rugby ou de foot qui auront vécu ces 2 dernières années en ermite auront bien du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des transferts à coups de millions dans le rugby, comme dans le football, qui est pour le football Neymar, dans le rugby Louis Picamol. Mais avant tout, l'histoire du rugby. Merci Romain. Le rugby avait été créé dans la ville de Rugby en Angleterre. À l'origine, il y avait la soule, le choule qui était joué par les campagnards, car les règles étaient très simples. Il fallait se battre pour avoir le ballon et aller marquer un but entre 2 poteaux. Le rugby que l'on connaît, soit dit moderne, aurait été créé par William Wallace en novembre 1823. L'arrivée en France de ce sport aurait été amenée par les protestants qui jouaient et apprenaient ce sport à leurs élèves ou enfants. Car les catholiques apprenaient le football aux élèves et aux enfants. Voilà pourquoi Toulouse étant une ville d'anciens protestants, il y a beaucoup de rugbymen à Toulouse et dans les parties où il y avait beaucoup de protestants en France. Et donc Patrice, que pensez-vous de l'augmentation des prix des transferts dans le monde du rugby? L'évolution des prix de transfert est réciproque au monde du football. On le voit en 2017 où le premier transfert de rugby a atteint un chiffre record, le million d'euros. C'est la première fois qu'un joueur est transféré à ce montant-là. C'est une suite logique à l'arrivée du professionnalisme du rugby, quoi. Que pensez-vous de l'augmentation des budgets pour les clubs? Mais selon moi, les causes de l'augmentation des budgets des transferts, des budgets des clubs sont les suivantes. Les clubs privilégient de plus en plus des joueurs issus des îles, des joueurs plus costauds physiquement. Ils ont une force d'impact beaucoup plus forte et ce qui provoque des commotions cérébrales, par exemple. La santé des joueurs est fortement mise en danger et on arrive à un moment, un stade où là, le rugby est très en danger. Ouais. Du coup, est-ce que le rugby a déjà eu des antécédents avec le dopage ou même de nos jours est-ce que la santé du joueur est aussi mise en danger? Mais bien entendu qu'avec l'arrivée des joueurs de plus en plus massifs, les joueurs ont trouvé bon de prendre des produits dopants pour faciliter leur performance et donc voilà, améliorer leurs chances de résultats. Et malheureusement, on le voit, ça touche aussi le rugby amateur. On voit comme il y a en 2016 le club de Cahors qui a eu 3 joueurs dopés pour un match contre la Nemezan, je crois. Merci Patrice, j'ai appris même que vous êtes allé interviewer le jeune LR14 qui joue à La Rochelle. Bonjour Lou, merci de nous recevoir ici chez toi à La Rochelle. Tu es considéré comme l'un des plus grands espoirs du rugby français du moment. C'est bien ça? Sport français, c'est toi qui le dis. Donc Lou, on te surnomme LR14 ou l'espoir du rugby français du moment, ou même le craquito par tes coéquipiers du stade de Rochelet. Comment le vis-tu? Qu'en penses-tu de ce surnom qu'on te donne au sein de ton équipe, quoi? Ah, c'est bien ça, hein, LR14, le craquito, enfin, comme tu le sens, quoi. Justement, cet été, un compatriote à toi, Louis Picamol, a signé pour à peu près 1 million d'euros à Montpellier. Que penses-tu de ce transfert plus ou moins énormissime dans le monde du rugby? Trouves-tu ça normal? Voilà, qu'en penses-tu? Ben, j'ai bien peur que notre sport, voilà, dérive un peu comme le foot, quoi. J'ai bien peur que l'émergence de joueurs bien payés amène à des joueurs mercenaires, quoi, qui changent de club comme de culotte, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu, ça risque de perdre des valeurs, quoi. Notre sport risque de vraiment perdre de son charme. Justement, ton avis sur le transfert de Louis Picamol? Ben, pour connaître personnellement Louis, je peux vous dire qu'il ne fait pas du rugby pour l'argent, hein. Son salaire est arrivé comme ça, il le mérite bien entendu, hein. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, il se trouve que c'est la première négociation à coup de millions dans le rugby, il fait bien que ça tombe un jour ou l'autre. Je pense qu'il le mérite bien. Picamol, qui est un joueur physiquement hors norme, au-dessus de la moyenne, que penses-tu de l'arrivée de joueurs de plus en plus massifs au sein de notre championnat français? Je pense que l'arrivée de joueurs de plus en plus hors normes physiquement va nuire au développement du rugby, hein. Je ne vais pas vous mentir que de nombreuses commotions cérébrales sont arrivées ces derniers temps, hein, comme vous avez pu le voir en janvier 2018 avec le cas Samuel Edzala. Voilà, je pense que ça n'a pas fait une bonne image pour le rugby français et je trouve ça vraiment dommageable. Et pourquoi penses-tu cela?
J'ai l'impression que nos dirigeants, afin de maximiser nos résultats, privilégient un peu plus la rentabilité physique des joueurs issus par exemple des îles, de la Nouvelle-Zélande, de la Fidji, des Samoa, au détriment de nos joueurs issus de la formation française, qui ont pourtant vraiment beaucoup de talent. Je trouve ça vraiment triste de ne pas faire autant confiance à nos jeunes joueurs, quoi, franchement. Et quel genre d'impact vois-tu à moyen terme? Ben, je vois une spectacularisation du rugby, hein. Je vois le rugby devenir comme un show, quoi, hein, avec des joueurs de plus en plus massifs, des impacts beaucoup plus violents, hein, forcément. Et donc, du coup, la santé des joueurs est fortement compromise, quoi, du fait de ces chocs. Ben, très bien, je te remercie de ta participation, en espérant te revoir sur les terrains avec de belles performances à la clé. Voilà, je te souhaite une très très belle saison. Et du coup, oui, y a-t-il les mêmes choses, Pierrot, dans le monde du football de nos jours ou même avant? Bah, évidemment, Romain, ça existe au football et puis depuis longtemps aussi. On peut parler déjà de la somme des transferts qui ont eu lieu cet été. On a eu Neymar pour 222 millions, c'est un transfert record. On a eu Ousmane Dembélé, 160 millions. Peut-être même Kylian Mbappé, 180 millions. C'est des sommes qu'on n'aurait jamais imaginé voir dans le monde du football. Et forcément, en fait, le sport donne de tels enjeux que les joueurs sont tellement stressés que pour se décompresser, ils sont obligés de sortir, boire, fumer, beaucoup de produits illicites. Ils se dopent parce que les résultats sont très importants et c'est un enjeu bien plus que sportif au final parce que l'image du joueur en ressort de ses résultats et évidemment ça touche le foot et depuis bien longtemps. Pierrot, j'ai même appris que vous avez été interviewé un jeune Français qui joue au FC Metz. Merci de nous recevoir chez vous, Jérôme. Vous êtes un jeune espoir français qui se développe au FC Metz en Ligue 1. De nos jours, les jeunes espoirs sont chouchoutés par les médias, n'est-ce pas? Que pensez-vous de l'image d'un footballeur et trouvez-vous qu'elle est importante? Bonjour. Oui, c'est vrai que de nos jours, l'image est très importante. On est chouchouté par les médias et surtout on est très encadré par le club pour gérer notre image parce que les sponsors, les matchs, les sanctions, tout ça, ça influe dans notre jeu et forcément on a besoin d'être encadré et géré pour notre image. Cet été, un transfert record a eu lieu dans votre championnat en plus, la Ligue 1. Que pensez-vous de ce montant? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'aucun footballeur devrait valoir une telle somme. On est là avant tout pour jouer notre passion, jouer notre jeu en fait. Et je pense que c'est surtout les médias, les marques qui font ça. De nos jours, on est plus qu'un footballeur, en fait, plus qu'un sportif. On est une image, une icône. Pensez-vous que cette arrivée soit bénéfique à la Ligue 1 et à son développement parmi les 5 grands championnats européens? Ben, moi je pense qu'elle est bénéfique évidemment parce que ça remplit des stades déjà, ça attire l'œil sur la Ligue 1 qui était un championnat obscur un peu derrière la Liga, la Première Ligue. Maintenant on a un des 3 meilleurs joueurs du monde en fait, le futur successeur de Messi Ronaldo selon moi. Donc forcément je trouve que c'est bénéfique pour notre championnat. Eh bien, merci de nous avoir reçus, Jérôme. On te souhaite le meilleur pour la suite, évidemment. Beaucoup de buts, beaucoup de bonheur. Pourquoi pas une première sélection en équipe de France et peut-être même un titre de champion de France, pourquoi pas. Merci beaucoup, Jérôme. Écoutez Pierrot, c'était aussi un plaisir pour moi de vous accueillir ici. J'espère aussi marquer plein de buts cette année et pourquoi pas une première sélection en équipe de France. Mais bon, là je pense qu'il est surtout l'heure de prendre votre acte la FIFA. Hein. Je vais prendre Metz, prenez qui vous voulez. Vous allez essayer de ne pas prendre trop de buts. Bien, merci. Et vous, Lucas, en tant qu'économique sportif, que pensez-vous de ça et d'où vient cet argent? C'est la grande question. Mais je pense qu'en fait, ça vient surtout du sponsoring des personnes, des entreprises qui financent ou qui participent au cofinancement d'un événement ou peut-être même simplement d'un club pour qu'il puisse se lancer ou favoriser ses performances. Après, c'est pas uniquement dans le sport collectif, hein, c'est beaucoup dans les sports de combat individuels, par exemple, comme McGregor et Floyd Mayweather qui ont tous les deux signé un contrat avec Reebok élevé à 13 millions de dollars juste pour un combat et voilà l'archétype même du sponsoring. Très bien, et comment ça s'organise tout ça? Eh bien, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que les entreprises peuvent financer soit une équipe, soit un combattant ou un sportif individuel, comme Usain Bolt avec Puma par exemple. Après, ils ne sont pas forcément obligés de financer seulement un sportif ou un club, ils peuvent financer aussi des événements comme TF1 qui a couvert l'événement de la Coupe du Monde dernière avec un match avec la France. Je crois qu'ils ont fait 16 millions d'euros de bénéfices juste pour avoir couvert un événement.
Et voilà, après, c'est vrai que le sponsoring, c'est de la contrepartie. C'est-à-dire que, par exemple, Nike qui a publié une nouvelle pub avec Cristiano Ronaldo, donc c'est la preuve que, au final, le sponsoring, c'est quoi? C'est du médiatique, c'est fait pour avoir le volet visibilité sur les célébrités et faire plus de ventes. Eh bien, merci à tous pour être venus, pour ces belles informations. Voilà, nous faisons ça dans le cadre de notre TPE. Donc, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.